Bonjour, je m'appelle Jean-François Pelletier. Depuis quelques années, je me présente comme étant fièrement un père aidant, mais je suis d'abord un scientifique, un politologue de formation. J'étais professeur-chercheur au département de psychiatrie à l'Université de Montréal, où j'avais développé le micro-programme de mentorat pour pères aidants, qui depuis peu est devenu un certificat, c'est-à-dire une année complète, et a changé de faculté, de la faculté de médecine à la faculté de l'apprentissage continu à l'Université de Montréal. Et je suis aussi co-responsable du diplôme universitaire en père aidance croisé à l'Université de Tours, ici en France. Au Québec, la père aidance est d'abord implantée à l'Université Laval avec l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Une formation, en 2006 a commencé cette formation. Et à Montréal, environ une dizaine d'années plus tard, à l'Université de Montréal, où j'étais moi-même, nous avons développé ce que nous appelons un micro-programme. C'est l'équivalent d'une demi-année universitaire en père aidance pour des pères aidants à la faculté de médecine. Mais depuis peu, j'ai appris avec bonheur, il y a quelques semaines, que maintenant, à une autre faculté de l'apprentissage continu, donc pour les adultes ou les gens qui sont déjà au travail, un certificat. Cette fois-ci, c'est une pleine année. C'est peut-être l'équivalent chez vous de Bac plus 3. Ça représente le 3 du plus 3. Et ce certificat, s'il est combiné à deux autres certificats, ça donne ce qu'on appelle un bac chez nous, le titre de bachelier. Et sur cette base-là, ensuite, on peut progresser, continuer vers le master, du master au doctorat, du doctorat au post-doctorat et pourquoi pas au professorat éventuellement. Donc, c'est là où nous en sommes. Mais ce n'est que le début et on s'inspire beaucoup de ce qui s'est fait ici. On voit, ce sont les mêmes enjeux, reconnaissance institutionnelle, comment valoriser, comment formaliser ce qui peut-être devrait rester informel. Il y a des tensions qu'on doit enseigner à nos étudiants. Ils feront leur choix. Certains choisiront d'œuvrer dans l'institutionnel, d'autres d'être en pratique privée ou dans le milieu associatif. Ils se feront une tête, ils choisiront selon leurs préférences. Mais on doit couvrir idéalement ces trois secteurs. Pas personnellement, mais en tant que collectif, certains seront dans l'institutionnel, d'autres dans l'associatif, d'autres en pratique libérale. Et on voit parfois des gens qui le font bénévolement également. Ça s'est fait de tout temps. On peut être institutrice et aussi père aidante. On peut être pompier et père aidant. Un peu comme les premiers secours. On ne suit pas une formation aux premiers secours seulement dans l'intention d'être ambulancier, n'est-ce pas? Pour que les dispositifs de santé mentale soient orientés rétablissement, je crois fortement qu'il faut que les futurs intervenants de ces dispositifs, lors de leur formation initiale, soient exposés à un nombre d'heures significatif quant aux implications. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur une pratique orientée rétablissement? À l'heure actuelle, selon moi, ça ne se fait pas suffisamment. On va rejoindre seulement que les gens qui sont curieux, intéressés personnellement, mais qui sont déjà en pratique, qui ne sont pas nécessairement questionnés là-dessus dans les examens de passage, vous voyez. Il faut forcer une réflexion chez les étudiants pour s'assurer qu'ils comprennent les implications. Parce que le terme lui-même, rétablissement, mais tout le monde pense savoir c'est quoi. C'est un vieux mot de la langue française. Tout le monde a déjà entendu ce mot. Donc, il y a un phénomène cognitif. Instantanément, on prononce le mot, mais on a une définition, on pense savoir c'est quoi. Dans certains pays, on choisit d'ailleurs de ne pas traduire le recovery à l'origine, qui le garde en Norvège, c'est le cas. Ils n'ont pas cherché à traduire en norvégien. Comme ça, on aurait pu trouver peut-être un autre mot en français pour forcer une réflexion chez les professionnels. Un mot différent, les gens vont dire « Ah, je connais pas ça, qu'est-ce que c'est? » Là, je m'y intéresse. « Ah, OK, c'est ce que ça peut vouloir dire et impliquer. » Alors qu'un mot comme rétablissement, bien souvent, les gens vont dire « A-t-on vraiment besoin de quelqu'un comme Jean-François Pelletier pour venir nous expliquer qu'est-ce que le rétablissement? » Donc, c'est vraiment important en formation initiale d'avoir un enseignement conséquent sur la notion de rétablissement, d'une part. Et ensuite, une fois en pratique, avec des patients partenaires, par exemple, s'assurer que l'expérience de soins
au dire des usagers eux-mêmes, soit orienté rétablissement, il existe des outils pour ça. On pourra peut-être en parler, le Recovery Self-Assessment, RSA en est un. Où là, on peut demander aux gens qui ont reçu des services, soit les usagers, les membres de famille, c'est bon aussi pour les professionnels qui puissent se questionner, ou les gestionnaires, les institutionnels. Il y a 4 versions de cet outil. Et là, on peut voir des différences d'appréciation. Des fois, oui, les cliniciens peuvent penser, mais oui, le rétablissement, nous sommes orientés rétablissement. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. On l'entend souvent. Mais des usagers pourraient dire, j'ai pas eu l'information que je pensais recevoir, ou cette information n'est pas accessible. C'est écrit pas pour quelqu'un comme moi qui n'est pas nécessairement dans le domaine. Donc, il y a tout un effort au niveau du vocabulaire, rendre ça accessible, produire de la documentation avec des patients partenaires qui pourraient reviser la documentation qui est produite, des dépliants par exemple, pour que ce soit accessible au commun des mortels. Peut-être distinguer le rétablissement clinique du rétablissement personnel. Si on se forçait un peu, quand on parle de rétablissement, nous parlons de rétablissement personnel. On peut éprouver des symptômes cliniques et ne pas être en rétablissement au plan clinique, avoir encore des symptômes, vivre avec ces symptômes. Mais comment le rétablissement personnel, avec ou sans symptômes, pouvoir s'émanciper pour pouvoir ne pas seulement qu'être quelqu'un qui a des symptômes. On va composer avec les symptômes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'ambition, qu'on n'a plus d'espoir, qu'on n'a pas des projets de vie. On peut être bien dans sa peau tout en étant aux prises avec des enjeux complexes au niveau clinique. Les professionnels ont leurs outils à eux pour contribuer au rétablissement au plan clinique, justement, où là, il s'agit d'avoir les scores les plus bas possibles sur des échelles, par exemple, de mesure de l'anxiété ou de la dépression. Alors qu'au niveau du rétablissement personnel, des outils cliniques existent aussi, outils dits cliniques, mais dans le fond, où là, on va chercher des scores plus élevés sur une situation de mieux-être, d'autonomie, de sentiment de contrôle sur sa vie et sur éventuellement sa pathologie aussi.